Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. Ce soir, le débat est très simple, mais aussi complexe à la fois. Samedi dernier, des partis politiques, majorité et opposition, eux-mêmes ont avoué n'avoir pas atteint le quota aux dernières élections de novembre. Il a fallu des jeux de nomination, on va dire, pour atteindre une dizaine de députés à l'Assemblée nationale. Mais pourquoi les partis ont du mal à atteindre ce quota alors que les électrices se sont mobilisées à longueur de journée pendant les élections pour voter? Pourquoi donc est-ce une mauvaise foi ou un déficit d'engagement des femmes en politique? C'est le débat que nous allons poser en plateau ce soir. Et avec nous, nous avons bienvenu Bationo. Il est du mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir. Avec nous, Dr Jocelyne Voukouma, anthropologue. Elle est chercheure au Centre national de recherche scientifique et technologique. Avec nous, M. Adama Yasser Ouedraogo. Il est du Congrès pour la démocratie et le progrès de l'opposition. Et avec nous, le Dr Zakaria Sori. Il est enseignant, chercheur à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme dit en titre, on parle de quota genre. Je commence par vous, docteur. Pourquoi est-ce que ce quota est si difficile à atteindre alors que nous en parlons depuis une dizaine d'années? Est-ce une mauvaise foi, selon vous, des partis politiques? Bonsoir, Monsieur Gongo. Je vous remercie, en tout cas, de nous redonner l'occasion de reposer au centre des débats cette problématique et de la mise en œuvre de cette loi de quota sur le positionnement des hommes et des femmes sur les listes électorales lors des élections législatives et municipales. Et je le dis parce que ce n'est pas la première fois que ce débat est mené ici et c'est avec beaucoup d'intérêt que je l'ai toujours suivi. Et avoir l'occasion aujourd'hui d'être en face de vous pour en parler, je ne peux que vous remercier. Et je le dis parce que on ne peut pas parler de mauvaise foi. Je crois qu'en creusant les échanges, nous aurons l'occasion de nous comprendre que nous sommes dans un contexte socio-culturel pas facile pour les femmes. Est-ce que dirais-je... D'abord, sans vous arrêter, ce sont les partis qui inscrivent les noms des candidats sur les listes. Oui. Si jusque-là on n'a pas atteint, on se dit quand même ce que je dis, qu'il n'y a pas d'effort de partis politiques. Non, ce que et je donc dis, de mauvaise foi quelque part. Ce que j'essaie de vous expliquer, oui. Ce sont les fondements qui influencent même la manière de faire des partis politiques. Ok. Allons-y. C'est pourquoi j'insiste sur les attitudes d'ordre socio-culturel. En ce sens que la femme n'a pas... Dans l'esprit de la société, la femme est faite pour être à la maison et non pour occuper une place dans l'espace public. Du coup, lorsque la loi a été adoptée, déjà en 2009 et relue en 2020, elle n'a jamais été acceptée dans l'opinion. J'ai l'impression même qu'un travail inconscient est fait pour que les femmes même soutiennent sa non-réceptivité. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Nous avons aussi récemment au niveau de l'Institut des sciences des sociétés, qui est l'institut dont je relève et qui dépend du CNRST, une étude qui a été menée sur la question dans 14 communes pour aller comprendre le problème depuis le niveau local, en collaboration avec l'Université d'Uppsala en Suède. C'est le produit de cette étude qui est publiée sous forme de livre intitulé « Femmes de devant ». Okay. Et cette étude, parmi les trouvailles clés de cette étude, il ressort la toxicité masculine et la toxicité féminine. Les femmes ont un potentiel, mais les entraves liées à la stigmatisation, au dénigrement, tout est sorti là, fait que on les plombe, on les empêche d'émerger politiquement. Et du coup, cette loi est venue pour travailler sur le bon positionnement des femmes afin d'essayer de résoudre le problème. Parce que l'étude montre que malgré le contexte juridique favorable que la loi est venue renforcer,
les femmes sont toujours confrontées, l'émergence politique des femmes est toujours confrontée à une limite qu'on appelle le plafond de verre, ceiling glass, que les anglophones l'appellent. C'est-à-dire qu'elles ont beau se battre, elles ont beau s'engager, cette limite, elles voient, quand on l'a nommé plafond de verre, ce n'est pas le fait du hasard, à travers la transparence du plafond de verre, elles voient là où elle veut arriver, mais il y a une limite. Donc l'objet de cette étude-là, c'était de briser ce plafond en verre pour permettre aux femmes, mais sans la solidarité, sans une mobilisation sociale, la seule volonté des femmes ne suffit pas. Vous ne reprochez rien aux partis politiques, donc? Pas que je ne reproche rien, j'ai essayé de vous donner le contexte dans lequel la loi est venue, parce que côté parti politique, ce qu'on pourrait dire qui est essentiel, c'est que, et qui explique la résistance à l'application de cette loi, c'est que la montée d'une femme compromet le positionnement d'un homme. J'ai eu l'occasion aussi d'animer des forums multi-acteurs au niveau local. Et là-bas, il ressort aussi de la bouche des hommes que je suis pour la promotion de la femme en politique, à condition que ma position ne soit pas menacée. Donc, lors de l'élaboration des listes, attention, c'est un moment de compétition rude où les quelques-unes qui sont positionnées savent à quel prix cela a été. Bienvenue, Bationo. C'est difficile de faire émerger les femmes parce que lorsqu'une femme monte, c'est forcément un homme qu'elle doit remplacer. Oui, je pense qu'il n'y aura pas de controverse ce soir. Vu ce que j'ai déjà entendu, il y aura controverse, je vous promets. Sur une base là, c'est scientifique, je m'engouffre dans cette brèche pour dire que les partis politiques sont à l'image de la société et construisent sur la base du matériel qu'ils ont. Et en l'occurrence, aujourd'hui, si nous prenons les dernières élections, juste pour faire acte de candidature, on n'atteint pas le quota de 30% de candidatures féminines à la candidature au sein du MPP. Donc, le parti, même s'il voulait positionner 100% des femmes qui ont fait acte de candidature à la candidature au sein du MPP, ne pouvait pas le faire. Sauf que le peu que vous avez n'ont pas été bien positionnés pour être élus, parce oui. qu'on sait qu'en tant que parti au pouvoir, par exemple, on pourra... si vous positionnez quelqu'un en tête de liste, la personne a la chance de remporter les élections. Ensuite, il y a tout un processus interne de sélection des candidatures qui sont liées à une appréciation de la base. Donc, chez nous, la base est interrogée. Ensuite, il y a le centralisme démocratique qui essaie de travailler pour avoir des listes, comme on dit, gagnantes. Parce que les partis politiques aussi sont pragmatiques et ils veulent gagner des élections. Mais quand vous prenez la liste nationale du MPP, on a aligné 16 hommes et 16 femmes sur la liste nationale. Parce que là, c'était du fait de la direction politique nationale qui pouvait gérer la liste nationale. Mais quand vous réduisez au niveau de chaque circonscription électorale, quand on va dire les provinces, en ce moment, ça devient rude. Parce que effectivement, là-bas, il faut déjà candidater, mais aller convaincre la base qu'on pourra faire gagner le parti. Et là, ça devient en tout cas difficile. Car cela le tienne, aujourd'hui, quand on fait le bilan, même s'il n'est pas du tout réduisant, sur les 16 femmes actuellement à l'Assemblée, le MPP a pu placer 13. Donc je pense qu'on peut par la être loi fier de la suppléance surtout. Non, pas nécessairement. Nous avons quand même... Oui, on a quand même placé des femmes, mais on a pu placer 4 femmes têtes de liste. Chose qu'aucun autre parti n'a pu faire. Sur 45 quand même. Voilà, sur 45, même 46 circoncisions électorales, quand on prend en compte la liste nationale. Ça veut dire quelque part, comme vous dites qu'il n'y aura pas de controverse, je vous montrerai que... des élections, docteur. Nous avions 9 femmes contre 118 hommes, ce qui nous donnait un pourcentage de 97% d'hommes et 7% de femmes. Vous voyez l'écart. Donc, lorsqu'il 7% par rapport à 30%. Lorsqu'il dit que le jeu des suppléances a résolu un problème, il faut l'accepter.
Non, je ne l'ai pas rejeté. Okay. Je suis d'accord. Parce que c'est après cela... C'est stratégique. Aujourd'hui, Okay. le jeu de suppléants nous ont permis d'atteindre au moins le chiffre de 13 femmes. Parce que c'est après Ça cela fait partie. que nous sommes arrivés à 16 femmes, ce qui nous a permis de passer de 7% à 12% environ. Oui. Et dans tous les cas, c'est moins que la législature précédente qui était à plus de 13%. Donc ce qui est problématique, si je peux l'appeler ainsi, c'est la régression. Parce que personnellement, pour avoir même travaillé dans ce sens, c'est une désolation. Je ne parle pas de façon étiquetée parce que je suis pour telle femme ou contre... dans le principe, en toute objectivité, toute régression est même une régression stratégique au plan national. Et il faut que nous l'acceptons. Yasser Ouedraogo. Oui, merci beaucoup. C'est une régression, clairement. Vous faites partie au CDP, vous êtes les deux partis d'ailleurs qui avaient pu placer des femmes à l'Assemblée, avec le NIRPS, je crois. Hein. Il y a sur le jeu de suppléance aussi. Hein. Sur le jeu de suppléance. Tout à fait. Voilà, d'accord, allez-y. Voilà, donc merci pour l'invitation. Et d'emblée, je vous remercie parce que c'est une question qui est d'actualité. Et au sortir des élections législatives de 2020, et comme le professeur Vokuma le disait, il y a eu une régression. Mais nous sommes des politiques et il ne faut pas tourner autour du pot. Cette affaire de quota genre, c'est une affaire. Oui, c'est une affaire, puisque elle-même, elle a reconnu qu'au sein de l'opinion, ça passe mal. Parler de quotas, c'est comme si on était en train de stimuler ou bien d'encourager un peu la médiocrité à quelque part, un trigriffe. Voilà le problème. Et donc, pour cela, nous sommes des politiques. Et c'est une politique développée, stimulée par les féministes et les organisations qui militent pour la cause de la femme. Et soit parce qu'ils ont constaté à un moment donné que dans la sphère, c'est-à-dire l'échiquier politique, les femmes sont en minorité importante et qu'il fallait équilibrer les jeux pour pouvoir que la voix de la femme puisse aller au niveau, voilà, à haut niveau sur le plan politique. Mais vous savez aussi les enjeux de la démocratie. Quand on va aller en profondeur, comme Madame le professeur disait, et si on va analyser les choses de façon objective, vous verrez que cette affaire de quota, j'ai dit affaire, excusez-moi, et ça biaise un peu les jeux. Vous avez entendu comment il a soupiré. Oui, donc, ça biaise un peu les jeux de la démocratie. Si on veut parler en langage franc. Okay. Oui, parce que quand nous sommes dans un système de démocratie libérale, si on va appliquer cette affaire de quota... Parce que c'est une compétition d'abord. Oui, donc la démocratie libérale basée sur les principes d'égalité concurrentielle et d'égalité des chances. Mais pourquoi favoriser un clan, un sexe au détriment d'un autre? Voyez les réalités. Donc le politique, lui, il ne peut pas, parce qu'il y a une loi qui a été votée. Connaissez aussi l'électorat qui constitue les femmes. Donc nous, on accepte de jouer le jeu. Vous votez même la loi, puisque ce sont les politiques. Mais qui va oser dire qu'il n'est pas d'accord? En parlant sérieusement, nous sommes des politiques. Maintenant, sur le terrain, on dit que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Nous, on ne va pas aller placer des femmes pour faire des listes de candidatures de complaisance. Excusez-moi. Nous voulons des listes gagnantes. Et c'est dans ce sens que nous avons établi nos listes pour aller à la conquête de l'électorat burkinabé. On revient à vous. Merci. Avant de venir à vous, docteur... je vous remercie. Parce qu'il faut corriger quand même un certain nombre de choses qui reviennent à dire que ce n'est pas un combat féministe. Ça, c'est clair. Oui, parce qu'on entend partout, il n'est pas le seul. Hein. Oui, justement. Le disent. Ça fait partie des manières d'avoir mal pris le principe du quota. C'est... Je suis d'accord que la démocratie a ses règles, ses exigences, mais c'est quand tout va bien et quand tout est normal. Je dis, ce n'est pas un combat féministe, c'est important de le corriger. Dans le système des Nations Unies, il a été reconnu que pour qu'il y ait influence, il faut un quota minimum de 30%. C'est-à-dire que sur 100 femmes, pour que les femmes puissent faire passer une décision ou influencer le changement d'une décision, il faut qu'elles soient au nombre de 30 minimum. Pour ce faire, ce combat ne date pas de maintenant. Nous l'avons pris en cours et tant qu'il ne donnera pas le résultat, nous ne baisserons pas les bras.
Ce n'est pas une question de féminisme, c'est une question d'équité qui a été rappelée dans la charte africaine de la participation populaire adoptée par l'Union africaine, qui dit que chaque individu est unique en son genre. Pour cela, le point de vue de chacun, c'est qu'il y a aussi la participation, qui est un principe démocratique, compte parce que quelqu'un, penser à la place de quelqu'un, ce n'est jamais pareil. Et la société doit marcher sur ces deux jambes parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes. Pour cela, malgré le contexte que vous expliquez, dont nous sommes bien conscients, c'est clair que tout le monde doit compter dans une société et le combat pour, en tout cas, l'implémentation de ce quota participe de cela. Les femmes dans nos sociétés ne partent pas à une élection avec les mêmes chances ni les mêmes opportunités que les hommes. Et pour cela, il y a déjà une anomalie qu'il faut corriger. Aujourd'hui, si l'Afrique compte parmi le concert des nations, c'est sur la base de ce principe de quota. Et permettez-moi, cette notion de médiocrité, nous l'avons tellement entendue, mais quand il s'agit des hommes, on ne parle pas de médiocrité. Lorsqu'on adoptait la première fois cette loi, j'ai entendu que c'est faire le sacre de la médiocrité. De grâce, qu'est-ce que les femmes ont de si médiocre pour que cela fasse l'objet d'une incrimination à chaque fois qu'on doit parler de leur faire une place à côté des hommes? Docteur Solé. Oui. C'est une promotion de la médiocrité que de parler de quotas parce qu'après tout, comme il dit, c'est quand même une compétition et que les partis vont pour gagner. Non, en fait, c'est une question de pouvoir. Et quand c'est une question de pouvoir, quand vous discutez de pouvoir, le pouvoir ne se donne pas. On est dans une dynamique qui veut le pouvoir doit aller à la conquête du pouvoir. Et je crois que les partis politiques vont dans ce principe-là. Aucun ne veut s'asseoir pour qu'on vienne prendre le pouvoir entre ses mains. Chacun veut lutter, chacun veut se battre et obtenir le pouvoir. Ce qui fait que le quota a des problèmes, c'est qu'il y a un ensemble de facteurs qui se rentrent dedans et qui contribuent à créer un contexte qui est finalement défavorable donc à la promotion de ce quota-là. Déjà à l'origine même de cette politique de quota genre, qui est une origine venue de l'ONU, comme ma voisine le rappelait bien sûr, qui est partie du principe que pour que le point de vue des femmes puisse passer, il faut qu'elles soient au minimum 30% à être dans les sphères de décision. C'est la seule possibilité qui leur est donnée pour qu'elles puissent se faire entendre, pour qu'elles puissent faire passer leurs intérêts. Déjà, cette origine qui vient de l'ONU pose problème de réception au niveau local. On a l'impression une certaine injonction qui fait que les gens sont réticents à un moment donné. Et là, pour avoir le quota de 30%, il y a deux paliers à franchir. Il y a un premier palier qui est au niveau parti interne, à l'intérieur des partis, et il y a un second palier qui est au niveau des élections. Parce qu'ils disent que c'est promouvoir la médiocrité. Oui, il y a un problème de démocratie même à l'intérieur. Effectivement, quand on parle de démocratie, il faut laisser... Enfin, ce que je voulais dire, c'est que pour être candidat, déjà, il y a un certain nombre de capitaux qu'il faut mobiliser. Et parmi ces capitaux, il y a le capital donc sympathique, popularité qu'il faut mobiliser. Il y a capital financier parce qu'on sait comment les partis politiques fonctionnent ici aussi. Parce que pour être candidat, il faut déposer donc un certain nombre de choses. Et l'autre côté très difficile aussi, c'est lié à comment nous on se représente l'homme et à comment nous on se représente la femme. Et les univers qu'on a construits pour chacun de ces sexes. Et on fait de l'homme celui qui doit être au dehors, celui qui doit être public, celui qui doit aller à la conquête du pouvoir. Et on fait de la femme la personne qui doit s'occuper du bonheur interne. Parce que parmi les hommes, il n'y a pas de médiocre. Enfin, je ne me plonge pas déjà sur la question de médiocrité. C'est une question de... La question de médiocrité, peut-être que je ne suis pas dedans, mais c'est... Enfin, je ne vois pas comment on peut l'expliquer, parce qu'il y a aussi des femmes valeureuses qu'il y en a d'hommes valeureux. Maintenant, ce qu'il y a, c'est comment on se représente les différents univers.
Et l'univers externe est un univers masculin. C'est comme ça que la société a conçu la chose. Et l'espace public reste un espace, selon notre subconscient, un espace donc essentiellement masculin. D'où la loi justement pour corriger tout ça. D'où la loi pour corriger. Et la loi, comme on le dit, on a l'impression que la loi va prendre un peu de pouvoir chez certains pour donner à d'autres. Ça pose et ça crée une résistance. Bienvenue, Batiouno. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Madame a vraiment fait le niveau international. Mais quand on revient, elle a utilisé un terme d'équité. Mais au Burkina, quand on regarde même notre constitution et tout, on parle d'égalité. Ça veut dire que dans le préambule, on parle de la promotion du genre. Mais dès le premier article, on dit tout le monde tous les Burkinabés naissent libres et égaux. Et ils ont les mêmes droits et devoirs. Donc, on n'a pas genré la Constitution pour dire le Burkina est constitué de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes vivant un handicap, de ceci, cela, parce que de jeunes, parce que quand on commence à parler du genre, on peut l'élargir à toutes ces composantes. On a dit dans la Constitution aussi, la discrimination sous toutes ses formes est prohibée. Donc, a priori, on ne doit pas favoriser un Burkinabé par rapport à un. C'est comme une contradiction apparente dans notre Constitution. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons l'égalité ou nous voulons l'équité? Parce que, comme on dit, nous sommes dans un débat à controverse, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous choisissons? Si nous disons que tous les Burkinabés, sans distinction, on est tous pareils, donc on est tous pareils, on doit être traités à la même enseigne. C'est pour dire, en fait, quand je vais sur ce plan, c'est pour dire que nous devons, à un moment, accepter qu'il y a vraiment des problèmes. Nous regarder en face et se dire, oui, les femmes sont défavorisées quelque part. C'est pour dire que si c'est sur le plan juridique, les femmes au Burkina elles ont les mêmes droits que les hommes, elles ont les mêmes aptitudes, elles sont traitées pareil. Il n'y a pas une loi qui est contre les femmes au Burkina. Il n'y a pas aucune loi. Même les politiques même sont genrées. On veille à ce que les politiques mises en œuvre, on tienne compte du genre dans toutes les politiques mises en œuvre. Sauf que la réalité, M. Batiouno, est implacable. À l'Assemblée nationale, on a 16 députés femmes sur 127. Sur le thème du débat, c'est de dire la responsabilité des partis politiques. J'ai dit non. Le premier palier, c'est de s'attaquer aux causes profondes qui font que les femmes ne sont pas suffisamment représentées au niveau même des instances des partis politiques. N'en parlons même pas des élections et autres. C'est ça qu'il faut, il faut voir. Docteur Voukouma. Je reviens un peu en arrière pour rappeler que la Constitution tire ses fondements dans la DIDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'ONU, qui rappelle que tous les hommes naissent libres et égaux. Ils sont doués de conscience et de raison et doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité. Donc l'article 1 que vous citez de la Constitution s'inspire de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc vous comprenez, c'est-à-dire que lorsque moi je me suis référé à l'ONU pour parler des 30%, c'est que nous sommes tous dans un mouvement mondial aujourd'hui où aucun pays ne fait rien en dehors de cette gouvernance mondiale qui joue le rôle pratiquement de correctif à partir du moment où nos pays ont adhéré à ces dispositions internationales. Donc qu'on dise aujourd'hui que ça énerve parce qu'on s'inspire de l'ONU, parce que tout le développement de notre pays aujourd'hui est assuré par la plupart des organes subsidiaires de l'ONU. Je veux parler du PNUD, le FUNEAP, etc. Donc on ne peut plus sortir de cet échiquier pour justifier quelque chose. Lorsque ça se fait, cela veut dire que nous sommes en train de tirer la couverture vers nos considérations socio-culturelles. Est-ce que là, il n'y a pas de contradiction apparente? Non, il n'y a pas de contradiction parce que c'est pourquoi, quand je suis remonté à la Déclaration universelle, c'est pour venir à d'autres instruments qui sont nés entre-temps à côté de cette disposition qui gouverne tout le monde entier. C'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
où il a été dit, en tout cas demandé aux États, dans la mesure où il y a des situations discriminatoires, que l'État parti s'engage à prendre des mesures correctives pour réguler la situation dans son pays. Et le principe du quota s'inscrit dans cette dynamique. Donc, le Burkina Faso a adhéré à cette convention. Donc, vous voyez qu'à côté, je ne pourrais pas tout citer, mais à côté de cette déclaration universelle des droits de l'homme, d'autres instruments secondaires sont nés au regard des problèmes d'ordre juridique qui se posent entre les hommes et les femmes en fonction des contextes. Et tout pays qui a adhéré à ça s'engage à améliorer la situation dans son pays. Donc c'est dans cette dynamique-là, parce qu'entre 48 et 91, il y a quand même un grand fossé. Donc si nous restons dans la logique historique des faits, on ne peut pas dire que l'ONU nous impose quelque chose, après le moment où nous avons adhéré à cette instance internationale. Donc, c'est pourquoi je dis, et j'insiste, le quota se heurte aux dispositions socio-culturelles de l'Afrique et du Burkina d'une manière particulière. Et lorsque vous visitez maintenant la vision V63 de l'Union africaine, il est reconnu là-bas que nous allons promouvoir les valeurs socio-culturelles positives et travailler à l'éradication des négatives. Donc, il a bien dit, le docteur Souré, c'est le contexte socio-culturel qui fait que tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est dehors est censé être masculin. Et nous cherchons quand même à briser ce schéma et créer une dynamique d'équité pour que les femmes participent, si démocratie il y a, au même degré que les hommes. Oui, merci madame. Et vous savez, moi je vais appuyer la position de M. Bationo. Ça n'arrive pas souvent. Oui, mais oui, si elle veut dire la vérité, il faut avoir le courage de dire la vérité. Oui, c'est sans langue de bois. Et il y a contradiction apparente comme si moi le fait savoir. Vous savez, quand on dit délit des gens sur la base de leur sexe, en lieu et place de la compétence, de leur dynamisme, ça fait défaut. Oui, mais la question qu'on vous pose, justement, qu'est-ce qui fait que les femmes sont aussi médiocres que les hommes? Non, en fait... Est-ce que vous êtes arrivé à un niveau où vous dites les hommes sont compétents, les femmes sont médiocres? Non. Sur ce plan, moi, je suis catégorique. Parce que s'il y a des femmes... les femmes sont médiocres. Non, je dis si je suis catégorique, j'arrive. S'il y a des femmes, techniquement compétentes, comme les hommes qui sont techniquement compétents, et c'est que politiquement, il y a aussi des femmes qui sont politiquement conscientes, comme les hommes qui sont politiquement conscients. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Sur ce plan, moi, je suis clair. Les femmes et les hommes sont égaux sur ce domaine-là. Maintenant, moi, je ne comprends pas pourquoi c'est dans le domaine politique qu'on vient pour imposer cette politique de quota genre. Pourquoi pas ailleurs? Et c'est sur le terrain politique. C'est là la question. Parce que ce sont les espaces de décision. Bien sûr, ok. C'est maintenant, là où on prend les décisions. Oui, c'est OI, ces organisations internationales dont Mme Feka, j'en conviens. Mais moi, je trouve qu'elles sont allées à un niveau quand même très haut. Il fallait qu'au niveau de la base, ces organisations-là soutiennent, en fait, aident les partis politiques au niveau de la base-là à une mobilisation au niveau de la base pour que la jeune fille, déjà à l'adolescence, qu'elle s'intéresse à la vie politique. Mais on se lève... Mais est-ce que ça, c'est pas le rôle plutôt des partis politiques? Bien sûr, notre rôle, oui, ça participe à notre rôle d'animation de la vie politique et de former les citoyens. Donc, c'est une œuvre d'utilité publique. Maintenant, si les organisations internationales dont elle a cité, si c'est pour le bien, effectivement, de la femme, on ne doit pas aller à un niveau supérieur pour dire imposer. On doit commencer l'éducation dès la base. Et la jeune fille va grandir avec ses valeurs. Et elle n'en aura même pas besoin qu'on lui dise. Elle sera comme vous qui étiez à l'école et vos camarades de lycée et autres, de l'université. Vous avez compétit, vous êtes là où vous êtes là. Et c'est comme ça. Moi, je trouve qu'il ne faut pas sauter les étapes. Il faut aller étape par étape. Et là, les hommes ne vont pas se sentir brimés dans leurs droits
fondamentaux. Moi, je ne peux pas accepter, en tout cas, que pour une élection, on dise qu'il faut faire la part belle à la femme. On fait une liste et on dit, voilà, on a 30% des femmes. Voilà, il faut écarter M. Ouedraogo. Non, pas M. Ouedraogo forcément. Pas M. Ouedraogo forcément. Docteur Soré. Oui, mais c'est pour dire qu'il faut d'abord la compétence. Docteur Soré. En fait, le quota... Justement, pour préciser, est-ce que c'est pas là le problème en réalité? Le fait, quand faisant la promotion d'une femme, c'est forcément un homme qui va en pâtir. Est-ce que c'est pas là l'enjeu de ce débat? Non, en fait, je crois pas que ce soit forcément, mais c'est une question d'acceptation, c'est une question d'appropriation de la chose. Et j'ai l'impression que le quota souffre des mêmes problèmes qu'on a au niveau de nos politiques publiques ici. On met toujours la charrue avant les bœufs. Et le quota, en prenant le quota, on est parti donc de cette impression qu'on allait pouvoir changer la société d'un coup avec un décret ou avec une loi. Ce n'est pas possible. Ces décrets n'arrivent jamais à changer une société. Il faut d'abord qu'il y ait un travail à l'intérieur. Et ce travail doit permettre de changer la représentation que les individus ont des différents acteurs politiques. Oui, mais monsieur docteur Soré, à partir du moment où les partis politiques ont accepté, parce qu'à l'Assemblée, à ce que je sache, il n'y a que les partis politiques qui sont représentés là-bas. Tout à fait. Les députés, pour l'instant même, les organisations, les regroupements d'indépendants n'ont pas encore pu placer quelqu'un, et même s'ils avaient pu, ils deviennent des mouvements politiques à ce moment-là. Ce sont eux qui ont, les partis en tout cas, voté la loi. Est-ce qu'il n'était pas peut-être mieux d'aller former à la base, faire émerger des femmes pour les promouvoir, au lieu peut-être une dizaine d'années après, être encore dans les mêmes arguments et de nous dire oui, parce qu'on n'en a pas de compétentes, c'est pourquoi on a peut-être des problèmes pour les faire émerger. Il y a un contexte, il faut reciter le vote de la loi aussi dans son contexte. Je ne crois pas qu'il y ait un parti qui va refuser de voter telle loi. Les partis vont voter parce que aucun parti ne veut se mettre à dos tout ce potentiel électoral. Il n'y a pas ce parti-là qui va dire non, je ne veux pas voter parce que c'est une loi qui favorise donc le placement, le positionnement des femmes. Ils vont tous voter. Et l'autre élément contextuel fort, quand on votait la loi en 2009, c'était qu'on était dans une situation de quasi-monopole politique qui est soutenu donc par un parti qui était là, qui était très fort. Il y avait une faible opposition. Et les directives, quand vous regardez l'histoire du quota, tout le contexte qui a conduit au vote du quota, vous voyez la figure du président de la République qui était là et qui tenait à ce qu'on vote cette loi. Voilà. Donc, il y avait cet élément fort qui faisait que... Docteur Boukman n'est pas d'accord avec vous. Non, c'est vrai qu'il y a eu un Boukman, je vais revenir à vous régulièrement parce que finalement, il me semble qu'on a un problème de configuration de plateau. Je me permets allez-y. De dire effectivement que tout le monde, l'impression qu'il vient de décrire textuellement, l'impression que les gens se sont fait du processus d'adoption en 2009. Parlant du contexte. Et je suis heureuse d'être là aujourd'hui et je fais appel par ailleurs à ceux qui étaient membres du Coteval en 2009. Ce quota n'a pas été donné parce que j'étais seule. À l'époque, j'étais secrétaire général du ministère de la promotion de la femme. J'ai été seule face au Coteval. Et si les membres nous entendent, ils peuvent intervenir. Nous avons mis plus de 2 heures de temps. La loi a failli être rejetée. Ça n'a pas été donné. Et je profite de votre antenne pour le dire haut et fort, à l'attention et des hommes et des femmes. J'ai entendu ce jour des gens dire que voter cette loi, c'est faire le sacre de la médiocrité. Mais nous sommes tombés d'accord pour son examen à partir de quand? Il y avait un qui dit que lui, il n'a que des filles et pour leur promotion, il adhère.
Deuxièmement, ils m'ont indexé. Madame, faites que toutes les filles soient comme vous. Vous allez voir que ça va changer. Et ça a été là, le déclic. Je leur ai fait savoir, je suis à plus de bac plus 10. Mais ça ne me favorise pas forcément si je dois m'engager. Parce que ce qu'on pense d'une femme, c'est pas la même chose que ce qu'on pense d'un homme. Et j'ai raconté mon parcours. C'est comme ça que les gens ont lâché prise et nous avons pu examiner cette loi. Parce que même à l'université, je suis rentrée de mes études en juillet 99 et j'ai voulu déposer ma demande pour un poste d'assistant. On m'a demandé, vous savez qu'il vous faut un doctorat? J'ai failli pleurer parce que je sortais à peine d'une soutenance où on m'avait bien cuit en France et je viens, mais je n'ai pas l'air de quelqu'un qui pouvait avoir un doctorat. Et ça revient à la même chose. Celle que vous traitez de médiocre, quand moi-même je rentrerai en politique, on me traitera de médiocre pour peu que je rentre dans une campagne électorale. Parce que dans ce domaine-là, il n'y a pas de diplômé, de non-diplômé. C'est la femme qu'on voit. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Que le quota a sa raison d'être parce que c'est un principe correctif qui va aider les femmes. Donc vous comprenez, même éduquées, hyper éduquées, la société, ce n'est pas son problème. Sa place est à la maison. Point. Vous comprenez? Donc il y a un travail, comme vous l'avez dit. Moi je pense que les partis même auraient gagné à prendre cette loi, organiser une activité d'information, une appropriation, au lieu de la décrier. Parce que dans la société et même en politique, vous l'avez bien dit, les femmes et les hommes, du fait qu'on n'a pas la même... on ne se fait pas la même idée sur les deux. L'un part toujours favorisé et l'autre part toujours défavorisé. Et tout l'intérêt du quota, c'est faire en sorte que vous allez voir même qu'à un moment donné, lorsque le principe va fonctionner, ça va tomber main en désuet. Et je voulais dire tout de suite que, rassurez-vous, nous menons un débat séculaire. Mais cette montée va se faire sans vous et moi. Parce qu'il y a un leadership en pleine gestation. Et j'en suis très fier. La jeune génération, elle ne se laissera pas faire. Elle va participer. Je pense qu'il y a une certaine ambivalence dans le discours ici. Tout ce que j'entends, quand vous faites la démonstration scientifique, vous dites c'est des pesanteurs sociaux, culturels, voire économiques. En aucun moment, j'ai entendu politique. Donc, nous sommes d'accord. Moi, je suis là en tant que politique. Donc, je suis à l'aise. Quand on ne cite pas le politique dans votre argumentaire, moi, je suis à l'aise. Parce que vous n'avez pas incriminé les partis politiques jusqu'à présent. Et nous sommes tous d'accord qu'il faut attaquer le problème à la racine. Et quand vous évoquez justement ce leadership en gestation qui est en train de monter, nous sommes d'accord. Si on prend la politique éducative au Burkina, on ne va pas dire qu'elle est contre les femmes. Vous partez au primaire aujourd'hui, et quasiment c'est les filles qui sont en tête et elles sont en train de monter. Et si jusqu'au BPC actuellement, c'est quasiment les filles qui sont devant. Après, il y a un problème entre le BPC et puis le bac. Ensuite, aujourd'hui, quand on regarde pour les bourses, il y a un couloir pour les filles uniquement. Et puis, bon, voilà, tout le monde compétit dans le grand bain. Et puis, on a organisé un bain pour les filles. Bon, c'est bien, parce que ça aide aussi au niveau supérieur à aider les filles à aller au niveau supérieur pour être... Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a des politiques qui sont contre les femmes au Burkina. On ne peut pas sortir de façon concrète des politiques qui sont défavorable aux femmes, parce qu'on tient compte des femmes dans l'élaboration de toutes les politiques au Burkina Faso. Et donc, il faut regarder plus vers le bas, voir quelles sont les conditions qu'on va réunir de plus en plus, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau économique, travailler à l'autonomisation des femmes sur le plan économique, pour qu'elles aussi aient un pouvoir d'achat, qu'elles soient beaucoup plus présentes. Et je pense que petit à petit, elles vont pouvoir s'imposer, en tout cas de façon égale
avec les hommes. Elles auront la compétence. Je m'excuse. Lorsque le docteur Solé vient de parler, et étayé par Yasser, il a été bien reconnu que, et j'en suis très choqué, que les gens n'ont pas voté de conviction, ils ont voté pour se sauver la peau. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Je pense que c'est une déclaration et qui n'est pas nécessairement péremptoire. Parce que les partis politiques aussi ont des approches. Nous sommes un parti de gauche. Et on ne va pas dire que nous sommes pro-féministes, mais en tout cas, pour nous, c'est l'égalité. On fait la promotion de l'égalité du genre. Donc, c'est clair, dans notre fondement, dans notre approche idéologique, il n'y a pas, c'est l'égalité. Donc, on ne peut pas aller contre une loi qui va promouvoir le quota genre. De toute façon, les pays qui sont évolués dans ce domaine même, on n'a même pas besoin de quotas. C'est-à-dire que quand on rentre dans le parti, on a besoin d'avoir des femmes. Par exemple, nous, quand on veut structurer notre parti, on dit, s'il n'y a pas de femmes, votre bureau est rejeté. S'il n'y a pas un certain nombre de femmes, votre bureau est rejeté. C'est-à-dire, dans la structuration même du parti, on tient compte. Quand on n'est pas fier, sauf quand nous n'avons, par exemple, en 2020, nous n'étions pas fiers d'arriver et de voir que le nombre de candidatures féminines n'atteignait même pas le quota. Des candidatures à la candidature. Déjà, ça veut dire que déjà le parti était plombé parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de candidatures. Je prends une circonscription électorale que je connais, le Sanguin. On était obligé d'aller susciter, de pousser, oui, mais c'est pas pour que les femmes soient candidates, au moins fassent acte de candidature. C'est pas pendant les élections qu'il faut susciter, il faut préparer. Mais bien sûr, non, la préparation se fait. Il y a un article de la Constitution qui demande au parti de former les militants. Mais c'est clair, nous sommes un parti, nous avons notre école de formation politique, nous formons. Nous avons notre Union nationale des femmes qui travaille, qui forme ces militantes et qui ne se laissent pas compter. Elles sont là, elles sont actives, elles travaillent à positionner les femmes au niveau du parti, elles ne se laissent pas faire. C'est la même chose que la France jaune aussi qui pousse et qui revendique sa place dans le parti. C'est comme ça. Est-ce que vous évaluez, après les formations, l'impact de la formation? Oui, c'est clair que quand on évalue, l'évaluation, la vraie évaluation, c'est le résultat. Pour moi, c'est le vrai résultat. Si on fait une formation et puis on dit c'est bien, les gens ont bien compris, non. Il faut le résultat. Aujourd'hui, on n'a pas de résultat. Donc, on ne peut pas dire que nous sommes... Mais nous avons des femmes. Nous avons des femmes qui ont fait acte de candidature, qui ont été élues, et même qui ne sont pas restées juste à l'Assemblée nationale, qui sont allées au gouvernement. D'autres femmes sont arrivées à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est une fierté. Voilà. Lorsqu'on forme, le résultat d'abord est transformationnel avant les élections. Donc pour moi, le résultat de la formation, ce n'est pas le positionnement d'abord, mais c'est ce que la formation a eu comme effet sur la personne avant les élections. C'est ça l'évaluation. Oui. Bon, je voulais dire, parce qu'il y a la formation, mais il ne faut pas prendre le parti politique comme un élément qui vit en dehors de la société. Le parti vit dans la société et quelle que soit la formation que vous donnez aux gens, ils retombent dans la société. Vous refusez toujours d'être porte-parole des femmes jusque-là. Non, en fait, j'essaie de donner une lecture avec les difficultés qu'on a avec le quota. Donc les partis forment, mais les gens retombent dans la société. Et les gens se comportent en ayant toujours dans leur tête qu'est-ce que la société va parler de moi. Ça fait qu'on arrive à des situations, vous voyez des femmes qui veulent briguer des postes, mais qui sont réticentes parce qu'elles ne savent pas qu'est-ce qu'on dira d'elles, celles briguent des postes. Vous ouvrez une porte justement, on va parler des stéréotypes. Des stéréotypes, justement. Parce que, est-ce que là aussi, c'est pas entretenu c'est ce que par les hommes? À l'entrée de mes propos, j'ai parlé de toxicité, les trouvailles de cette étude qui ont révélé la toxicité masculine et la toxicité féminine. C'est-à-dire que, même formé sur le terrain, on va trouver des moyens pour la disqualifier, au point que le message que les électeurs reçoivent, c'est qu'une femme n'est pas toujours qualifiée pour gouverner. Et pour votre information, comme j'ai eu la chance quand même d'avoir vécu beaucoup d'expérience dans ce domaine, l'entrée des filles au PMK a souffert des mêmes résistances. L'entrée des filles au PMK a souffert des mêmes résistances. Et au-delà du politique,
c'est le refus du positionnement de la femme dans l'espace public qui est concerné, et du fait que vous êtes des politiques et que vous êtes appelés à décider, à gouverner, mettez-vous en tête que, c'est ce que Kizabou a dit, la société jusqu'à l'heure est unijambiste. Elle ne sera vraiment humaine que si elle marche sur ses deux jambes. Une société se gouverne, et c'est là le problème. Est-ce qu'on peut faire l'effort de faire en sorte que nous arrivons à dessiner un schéma où hommes et femmes, du fait qu'ils arrivent à marcher ensemble dans la vie amoureuse, peuvent marcher ensemble publiquement pour gouverner un pays? Oui, moi, je vais ajouter quelque chose, parce que Oui. voilà, et Évoluons quand même dans le débat avec les stéréotypes, Oui, parce bon. que on le sait toujours, on dit une femme publique, voilà, c'est une femme facile, une femme libre. voilà. Bon, ainsi ça, de suite. oui, c'est, Il y a moi, toutes sortes de on parle de clichés présenter qu'on- socioculturel, des stéréotypes. Moi, je pense que si on va remonter dans le temps, et la femme a toujours été au cœur de la gouvernance de nos sociétés africaines. Et ce n'est pas madame qui va me contredire. Même dans nos royaumes aux temps anciens, et la femme est toujours au cœur. Quand le roi veut prendre une décision de haute portée, c'est-à-dire que ce qui nous a été raconté, c'est qu'il consulte, et il y a une femme qui est là qui le consulte. Vous voyez? Sauf que là, c'est à l'intérieur. Merci beaucoup. Donc, c'est pour dire que c'est une affaire de blanc, la politique. Même si vous regardez en France, les droits de vote accordés aux femmes, ça date de quand? À partir de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour vous dire que nous, en Afrique, la femme ne doit pas être vue en pleine agitation publique. Et c'est ce qu'on veut corriger. Tout à justement. fait, oui, tout à fait. Mais c'est un processus. On ne peut pas décréter cela. Et si vous repartez un peu en arrière, nous avons vu des grandes figures féminines au Burkina, en Haute-Volta. Il y a la maman, paix à son nom, Jacqueline Kizerbo. Est-ce que ces grandes dames ont attendu des quotas pour s'exprimer, pour se faire voir sur le, c'est-à-dire que de façon, je vais parler intelligente et puis techniquement compétente et puis politiquement consciente. Non, elles n'ont pas attendu de quotas. Si vous, il y en a plein d'autres. Maintenant, aujourd'hui, nous Monsieur sommes... Ouedraogo, Oui, il y a une loi sur le quota depuis 2009. tout à fait. Vous n'allez pas dire quand même qu'il n'y a pas de femmes dans la société qui émergent et qui peuvent vous représenter valablement pendant les élections. Justement. Est-ce que vous les approchez, vous tentez de les amener avec vous pour pouvoir les promouvoir, vous leur laissez l'espace de s'exprimer? Vous savez, qu'est-ce que c'est que la Et politique? jusque-là, ça ne Oui, marche la pas. politique, là, c'est là de gérer la cité, terre à terre. Mais si c'est là de gérer la cité, mais c'est Parce que la politique aussi, c'est un espace de recrutement. Est-ce que... Oui, mais oui, de recrutement, justement, mais c'est pour dire que si on va vers des femmes qui ne sont pas intéressées par la chose politique, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Maintenant, il y a de ces femmes qui se battent. Si vous prenez, il a donné un cas d'exemple ici par rapport à des femmes qui se sont illustrées et aujourd'hui qui sont membres du gouvernement et autres. Je vais faire une petite synthèse. Allons à l'Assemblée. Depuis belle lurette, depuis 2009 que la loi est là, elle a été revue en 2020, janvier 2020. Mais en 2012, il y a eu des élections législatives. On avait un taux élevé, comme elle a souligné, de femmes à l'Assemblée. Oui, mais une fois, ces femmes, même au niveau de l'Assemblée, leur mission d'abord, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire elles-mêmes, elles doivent s'illustrer positivement. Une fois à l'Assemblée nationale, pour que c'est pour porter la voix de la femme à haut lieu. Mais la femme même députée qui est à l'Assemblée nationale là, posons-nous la question. Moi, je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur nos honorables députés femmes à l'Assemblée, non. Mais c'est pour dire que elles qui sont à l'Assemblée, elles doivent être des ambassadrices, elles doivent être des, c'est-à-dire qu'elles doivent porter l'étendard de l'émancipation politique des femmes burkinabées. Mais une fois à l'Assemblée, si vous êtes à l'Assemblée, votre combat quotidien, c'est de... J'arrive. Votre combat quotidien, c'est de penser à comment je serai réélu dans 5 ans. C'est comment... C'est-à-dire que c'est courir derrière des avantages liés à la fonction des députés. C'est dramatique. Moi, je pense que... Non, il faut être franc. Je m'excuse, mais je tiens quand même à corriger certaines choses.
et ramener les faits à leur place. Et l'esprit de cette loi sur le quota est une initiative des femmes de l'Assemblée. Et du fait de la séparation des pouvoirs, elles sont venues solliciter le législatif, elles ont tenté même de conduire le processus et ça a été rejeté au niveau du secrétariat général du gouvernement au nom du principe de séparation des pouvoirs. C'est comme ça que, dans une alliance de solidarité, le processus est venu au ministère et nous l'avons conduit. Donc je tiens à corriger cela. Le caucus genre, c'est cette génération qui a eu l'initiative de faire quelque chose sur la base de leur expérience afin de faciliter les choses à la génération à venir, parce qu'elles ont compris aussi qu'il ne suffit pas d'être éduqué, il y a quelque chose à faire pour pousser le processus. Et je suis heureuse qu'il se réfère à la génération de Mme Kizerbo. Si vous observez ou vous analysez le combat de Mme Kizerbo, elle a suivi une trajectoire qui sans doute est son choix. Peut-être qu'elle n'a pas voulu aller aux élections, elle n'a pas voulu, sinon sans doute les occasions n'ont pas manqué. Mais stratégiquement, même les femmes éclairées se positionnent pour voir de quelle façon elles peuvent booster un processus. Et quelque part, je peux vous dire, je m'inscris aussi dans cette logique, qu'entre générations, quelque chose doit changer. Si vous regardez, Mme Kizerbo était beaucoup syndicale, beaucoup dire non à ce qui ne va pas. Elle a éveillé des consciences parce qu'elle avait quand même tout un lycée sous sa direction. Mais de leur génération à maintenant, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Et une génération, pour nous, c'est 25 ans. Le Burkina est indépendant depuis combien d'années? Parce que quand on vous écoute, on a comme l'impression que vous pensez que ça peut se faire naturellement. Et comme il a dit, le pouvoir, tout le monde l'aime. Personne ne lâchera le pouvoir. Et je répète que le quota, c'est une disposition juridique corrective. Ce qu'il dit, qui peut vous interpeller peut-être aussi, c'est que ces femmes qui sont à l'Assemblée doivent être des porte-étendards. C'est-à-dire que leur revient de se battre pour positionner les autres au lieu de penser tout de suite à leur réélection. Moi, je n'ai pas vu la chose de cette façon. Je n'ai pas vu la chose parce que lorsqu'elles sont à l'Assemblée, certes, chacune fait quelque chose, hein, ne les discréditons pas jusqu'à ce point. Parce que si elles ont pu être élues, c'est qu'au niveau de la base, elles agissent. Chacune est dans une association avant d'être dans un parti politique. Elles font un travail, en tout cas un leadership très expressif sur le terrain. Donc, ce n'est pas parce qu'elles n'agissent pas à partir de l'Assemblée qu'elles ne font rien. Parce qu'une fois qu'elles sont à l'Assemblée, elles sont comme les hommes. Leur principale mission, c'est de voter les lois comme tout le monde. Oui, madame, il faut aussi reconnaître, il faut préciser. Ces associations féminines, à la base, c'est des structures de mobilisation pour son vote. Hein. Mais il faut... c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas... je crois qu'il y a eu, oui. Bienvenue Batiounou va le confirmer, avec le soutien de l'actuel président de l'Assemblée, un forum national de femmes qui a été conduit par des femmes, effectivement. Des femmes de bout en bout. Oui, de l'Assemblée. Toutes tendances confondues. Oui. Et c'était le thème portait justement sur l'autonomisation des femmes. Et je pense que c'était une bonne chose. Il y a eu même une décision corrective au niveau de l'Assemblée nationale passée, le mandat passé, parce qu'à un moment, on a eu des votes et on s'est retrouvé sans aucune vice-présidente femme. Bon, on a tous été choqués et on a rapidement pris une résolution au prochain vote pour instituer au moins un poste pour les femmes au niveau de la vice-présidence. Après, elles peuvent briquer les autres vice-présidences, mais on sait que là, il faut une femme. Et au niveau des postes de secrétaire parlementaire aussi, on a veillé à ce qu'il y ait. Donc, ça, l'Assemblée peut déjà corriger ces... Je vous remercie. Oui, non, c'est fait. On doit se comprendre. Oui, non, on se comprend. C'est pour dire que même les politiques, on a l'impression que les politiques sont contre les femmes, mais moi, je suis en train de démontrer que non, les politiques, en tant qu'acteurs politiques, font de la place
aux femmes. On ne peut pas dire qu'on va faire de la politique sans les femmes. Ce n'est pas possible. Et on a dit qu'il y a 52% de femmes au Burkina. Mais quand on repart vers même l'enrôlement, vous allez vous rendre compte qu'on va commencer par les pièces. Les femmes, en général, c'est elles qui n'ont pas les pièces d'identité. À cause de quoi? Ben voilà, on va dire peut-être pouvoir économique, mais en même temps présentaires sociaux. Oui, parce que le monsieur bloque. Le monsieur bloque, on ne Oui. veut pas que la femme même, parfois elle n'a même pas d'acte de naissance. Donc il faut travailler déjà sur tout ça. Bon, on essaie, le politique qui est stratège va commencer par faire les actes de naissance, il va faire les pièces d'identité, il va favoriser les femmes à ce niveau. Donc on fait déjà la promotion des femmes. C'est ça. Ben, après, à l'enrôlement, quand on dit souvent aussi qu'on mobilise les femmes... Est-ce que ça, c'est pas une promotion intéressée? Puisque non, mais c'est intéressée, elle est stratégique, elle est intelligente. Viennent à la suite, par la suite, vous votez. Oui, mais pourquoi ce sont les hommes qui poussent comme ça? Les femmes aussi, elles peuvent pousser, elles peuvent s'autodéterminer. C'est la stratégie direction et la gente féminine. Donc pourquoi les autres, même les femmes? J'ai regardé un peu en venant ici, j'ai regardé là où les femmes étaient positionnées tête de liste. J'ai vu que les femmes n'ont pas beaucoup voté, hein. Elles étaient à 40%. Il y a eu quand même 39% de participation des femmes. Alors que les femmes étaient positionnées tête de liste, elles étaient en passe d'être élues députées, mais les femmes n'ont pas suivi. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire, jusqu'à présent en tout cas, moi je suis serein sur ce plateau parce que le politique, je pense qu'en général, nous faisons du bon travail pour les femmes au Burkina Faso. Le docteur Souré, il dit quelque chose qui est assez intéressant à laquelle je voudrais que vous réagissiez, c'est le fait que pendant la période électorale, on le voit, hein, on va le voir bientôt, les cartes d'identité dont il parle, les cartes électorales, on voit les hommes politiques toujours derrière, qui vont mobiliser les femmes, qui vont les enrôler, pour qu'à la fin, ces femmes viennent les voter, mais quand il s'agit de les positionner là, le problème se pose. Ouais, le problème va toujours se poser au niveau du positionnement. Le problème va se poser parce que c'est un niveau de décision, c'est un niveau de pouvoir. Et pour cela, il y aura toujours donc problème. Quelles que soient les mesures correctives qu'on prendra, ça sera un lieu de discussion, ça sera toujours un lieu de combat. Et c'est à ce niveau qu'il faut que les femmes aussi aient à leur disposition un certain nombre d'éléments en leur faveur pour pouvoir jouer donc sur ce combat et pour pouvoir remporter. Bienvenue, Bationo parlait donc des mesures correctives. J'ai aussi regardé les mesures correctives, j'ai regardé l'évolution des commissions au niveau de l'Assemblée nationale et je regarde, on a l'impression, enfin, il y a des efforts qui sont faits là-bas, mais on retombe. Je regarde actuellement, au niveau des commissions, il y a une femme qui est présidente d'une seule commission et cette commission, c'est la commission du genre, de l'action sociale et de la santé. Je regarde, donc on a l'impression que cette commission, c'est une sorte de commission de seconde zone qui est tenue donc par les femmes. La même chose au niveau de la vice-présidence aussi. Hormis le poste pour lequel vous vous êtes battu pour qu'il y ait une dame, il n'y en a pas d'autre pour la femme. Ça pose problème. Au niveau de l'Assemblée, il est très facile de pouvoir faire ces mesures correctives parce que vous êtes 127. Et à 127, vous pouvez discuter entre vous facilement pour corriger les choses. Mais quand on va au niveau province, au niveau commune, au niveau Burkina, ça devient encore plus difficile parce que vous n'avez pas des personnes avec presque le même regard. Vous n'avez pas des personnes avec presque la même vision de la présence des différents acteurs sur l'échiquier public. Donc, il est très difficile que les mesures correctives telles qu'elles sont prises aujourd'hui puissent bouleverser la chose. On va continuer de produire des pièces d'identité, comme vous dites, mais les femmes iront toujours voter pour des hommes qui sont tête de liste. Il a relevé des femmes qui sont tête de liste, mais qui n'ont pas été votées par des femmes. Ça montre toute la complexité de la chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un alignement systématique des femmes derrière les femmes. On ne va pas arriver à cette situation parce que non seulement les femmes sont les produits de notre société et qu'elles se comportent selon donc un enseignement qui a été donné pendant longtemps, selon une éducation qui a été donnée pendant longtemps. Donc autant
les hommes ont des stéréotypes vis-à-vis donc des femmes qui émergent, vis-à-vis des femmes qui occupent des places publiques, autant les femmes aussi sont dures envers les femmes qui occupent des positions publiques. Donc, toute cette chaîne-là se tient et qui fait en sorte que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va atteindre le quota genre. Il nous faut encore du temps, il nous faut encore un travail de rupture. On est à l'heure de l'émission. Je voudrais dire qu'il est possible de participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03. Et il y a Urbain Sawadogo qui nous appelle déjà de Fada. Bonsoir. Nous vous écoutons. Je voulais justement participer à l'émission. Allez-y, vous êtes à l'émission. Je voulais dire qu'avec toutes les causes socio-culturelles dont tout le monde, tous les participants venaient de parler, il faudrait savoir qu'il y a aussi le vrai problème, c'est la multiplicité des partis politiques et la possibilité des candidatures indépendantes. Parce que, vous voyez, c'est une compétition pour les partis politiques et il faut mettre toutes les chances de son côté. Vous voyez, si un parti donnait place à une femme comme tête de liste, en tout cas, par exemple, moi, mon parti placera un homme. Parce que, comme nous le disons, avec les causes socio-culturelles, l'homme là va arriver, en tout cas, réunir plus donc, de voix que la femme. Alors, ou bien un candidat indépendant viendra si on trouve que tout le monde, par exemple, a placé des femmes tête de liste, vous verrez qu'il y aura un candidat indépendant, un homme, qui viendra parce qu'il se voit plus de chances que, justement, ces femmes-là. Ça, c'est un. Bon, et bien sûr, cela est appuyé par le problème de leadership, justement, des femmes. Il faudrait que les femmes s'entraînent à l'excellence, justement, à la prise de parole. Et vous avez vu que beaucoup de femmes qui ont fait la preuve de leur leadership, justement, sont arrivées à s'imposer. Et deuxièmement, je pense aussi que le combat n'est pas désespéré parce que moi j'appelle la femme à une situation favorable. Moi j'appelle ça le dilemme avantageux. Mais ce dilemme-là, justement, c'est sa localité de circonscription électorale. Parce que vous voyez que la femme a la possibilité d'être candidate au niveau de son lieu de naissance ou bien à la résidence ou bien lieu de provenance de son mari. Vous voyez qu'elle a plus en tout cas de chance. Elle est plus avantagée. Oui, et on en a vu, oui, des dilemmes avantageux. On en a vu effectivement des femmes qui ont préféré aller à leur lieu de naissance parce qu'elles sont plus populaires là-bas. Il y en a aussi qui ont préféré aller au lieu de provenance de leur mari parce que là-bas, elle voit qu'elle a l'avantage. Et donc, vous voyez que ça aussi, c'est bien à l'envers pour les femmes. Donc, le combat n'est pas perdu. Et je pense que pour ceux qui, pour être vraiment leaders, faire leur preuve, je pense que, en tout cas, ça va s'arranger. Merci à vous, Monsieur Philbert Sawadogo. Toutes mes excuses parce que j'avais dit Urbain Sawadogo tout à l'heure. C'est bien Philbert Sawadogo qui nous appelle de Fada. Réaction, Dr Bokouma. Je le remercie à votre suite parce qu'il y a une génération de femmes qui a été confrontée à une autre difficulté à ce niveau et n'a pu se positionner nulle part parce que chez elle, on dit qu'elle n'est plus de là-bas. Et que c'est chez ses époux qu'elle doit se présenter. Et donc, je suis heureuse de savoir au moins qu'on a pu lever cet équivoque et on a pu briser ce plafond de verre et qu'on pourra avancer. En tout cas, ce témoignage me réjouit que quelque part, un combat a été gagné. Il a très bien expliqué le contexte politique, du positionnement des femmes et pourquoi on ne peut pas. Certes, mais ce qui se passe entre la nuit et le jour, ouais, on ne rentre pas dans ces micmacs, mais ce sont des réalités. Parce que lorsqu'on positionne une femme tête de liste,
Les femmes ne la votent pas à cause de quoi? Entre la nuit et le matin, celui qui souhaitait être positionné, qu'on n'a pas positionné, en tout cas, il ternit. Il fait un travail de contre-productif qui est réceptif parce que le terrain est prompt à cela. Nous le connaissons. Je ne vous apprends rien en la matière. Si nous allons rentrer en tout cas dans les dessous maintenant, qui pourraient incriminer quelque part le politique, c'est ce qui se passe entre la nuit et le matin lorsque les femmes sont positionnées. Je ne voudrais pas donner d'exemple ici pour décevoir, mais ces réalités nous sont parvenues. Entre la nuit et le matin, celui qui n'a pas été positionné, il paye même, c'est ce qu'on appelle la toxicité masculine. Les femmes en ont parlé. Nous avons parlé sur de la toxicité féminine parce qu'on monte des femmes contre des femmes pour que les femmes n'aboutissent pas. Il faut qu'on ait le courage de crever là. Quel que soit, même entre hommes, ça se fait. Hein? La toxicité, oui, mais ça prend, pour le positionnement sur le disque, vite. C'est le combat. Hein? Ça prend plus vite chez la femme que chez l'homme. Bon. Les termes, on ne rentre pas dedans parce que c'est tellement vulgaire que je me refuse d'en parler ici. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Oui, bon. Professeur, la politique, ce n'est pas une association caricative. Ça, vous le savez. Et il y a un grand penseur chinois, Mao, qui disait que la politique est une guerre sans effusion de sang, mais elle est permanente. Une guerre, ça a tout son pesant. Donc, la femme qui accepte de s'engager dans la politique, elle doit se préparer à tout cela. Donc, le milieu politique, ce n'est pas un milieu où il faut faire la gentillesse. Non. Oui, la professeure a parlé de conquête. Le pouvoir se conquiert, on prend. C'est-à-dire qu'on ne donne pas. Maintenant, si tu veux être positionné, si tu veux être une femme de référence, mais il faut accepter, aller au front avec les hommes. Vous vous souvenez qu'une année, on a dû prendre un code de conduite. On a dû prendre un code de conduite même pour baliser les présidentielles dans ce pays, oui ou non? Oui, c'est sûr, mais ça s'applique à tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Le combat, par exemple, on vous positionne. Il y en a un qui quitte le parti parce qu'on a positionné un tel et puis lui n'est pas d'accord, il quitte le parti. On a vu des gens qui... Donc, peut-être pour les femmes, c'est peut-être beaucoup plus cruel. Oui, justement, voilà. Mais pour une femme, par exemple, il y a peut-être un certain nombre de clichés. Les clichés, même entre hommes, c'est le même cliché. Oui, mais est-ce que pour un homme, il n'y a pas certaines choses que la société accepte? Absolument. Plus. Absolument. De toute façon, vous savez, je vais prendre un petit exemple sur moi-même. Depuis le campus, où en son temps, j'ai des étudiants du CDP en son temps, et il y avait des étudiantes avec nous au niveau de la coordination. Mais Dieu faisant les choses, le combat, nous sommes parvenus c'est-à-dire qu'à l'exécutif du parti, à la direction du parti. Mais depuis l'université, jusqu'à l'heure où je parle, c'est une seule qui est au niveau de la direction du parti, au niveau de la direction exécutive du parti. Les autres là, en cours de chemin, chacune a pris sa route. Et c'est une seule qui est là. Je suis avec elle au niveau de la direction de notre parti. Depuis l'université qu'on a cheminé ensemble. Vous voyez ce que ça donne. Donc, elle a subi tous les coups. Elle a accepté de supporter. Elle a accepté d'endurer. Mais il y en a au premier coup de sifflet. Premier obstacle, elle abandonne. Non, elle dit que non, c'est comme ça la politique, c'est comme ça là, moi je vais aller. Je sais pas. Je vais aller éduquer avec mon mari là, donc c'est bon. Donc vous voyez, donc une femme qui accepte de venir. Ce ne sont pas vous-même les maris qui refusent. Non, nous ne sommes pas ses maris, nous sommes quand même. Non, c'est comme il est dit, nous sommes un parti de gauche également. Vous savez, et si vous prenez la configuration de nos partis politiques, il y a ce qu'on appelle des postes de responsabilité. Pourquoi il y a des postes responsables des jeunes? Trésorière, par exemple. Non, responsable. Là, c'est peut-être mieux pour une femme parce qu'elle ne va pas bouffer votre argent. Non, mais ça c'est une vue de l'esprit. Moi, je pense qu'il y a des femmes aussi qui ont des appels avec des caisses ici. Donc, c'est pour dire que le politique a déjà organisé cette question de quota avant même qu'elle ne soit codifiée au niveau national.
quand vous prenez nos structures, il y a des responsables, des jeunes, des femmes. Donc tout cela, c'est quoi? C'est pour faire la promotion de ces couches, de ces composantes. Donc maintenant, on ne peut pas... Moi, je suis un peu mal à l'aise de parler de cela. C'est comme si je suis en train de me mettre en travers cette promotion des femmes. Non, non. Moi, je suis pour la promotion de la femme, mais tout en respectant les règles du jeu. Si une femme accepte de s'engager en politique, qu'elle subisse aussi les... Oui, c'est ça. Les rigueurs de la compétition. C'est là qu'il s'agit. Le plus bel exemple qu'on a vu ce soir sur ce plateau, c'est celui que vous avez pris lorsque vous avez constaté que la présidence et les vice-présidents étaient occupés que par des hommes. Ouais. On dit que là où il y a la volonté, il y a la voie. C'est ce qu'on essaie de dire à travers ce quota. Sinon, on va vous obliger à rien. Seulement ce que moi je dis, qu'on l'accompagne ou pas, soit la transformation sociale, le changement se fera naturellement ou elle se fera d'une autre manière. Docteur Soré, ce qu'il dit, Monsieur Adama Yasser, la question des clichés, est-ce que ce n'est pas moins favorable aux femmes? Un homme, on peut lui dire, bon, il est ci ou ça, il n'y a pas de souci, la société peut accepter. Mais il y a un certain nombre de choses, quand ça touche à l'intimité, la femme est forcément défavorisée. Oui, Du coup, on ne peut pas dire, oui, il faut subir la même rigueur de la politique comme les hommes, alors que forcément, on n'a pas peut-être la même manière d'accepter les choses. Je veux parler de la société. Oui, c'est vrai que... on ne regarde pas ce qui touche à la femme de la même manière que le comportement de l'homme aussi. Il y a des manières de regard, il y a des choses qu'on demande beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. Il y a des choses qu'on tolère quand c'est l'homme qui fait aussi ou souvent pas. Même ça devient une gloire. Souvent c'est, enfin, je dirais pas, mais il y a des comportements qui sont tolérés. Il y a des comportements qui sont acceptés. Mais le milieu politique reste toujours donc ce milieu dans lequel on ne se fait pas la bise comme ça. Ça reste un milieu où on est prêt à dégainer, où on est prêt à utiliser tout ce qu'on a sous la main pour que l'autre ne puisse pas donc collecter des voix, puisque l'autre ne puisse pas avoir des voix. Et donc, dans cet univers de sortir des choses pour pouvoir rabaisser l'autre ou pour pouvoir avoir une incidence. De boxer en dessous de la ceinture, comme on le dit actuellement. Voilà, donc dans ça, le plus souvent, en dépit donc du code de conduite qu'on met, qu'on essaie de prendre, on se laisse aller à des choses qui font que ça fait mal sur l'électorat à un moment donné. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que je vois aujourd'hui, en dépit de tout ce qu'on peut dire, j'ai l'impression que les partis politiques arrivent à temporiser et arrivent à faire en sorte que le quota des femmes à l'Assemblée nationale essaie de monter un peu. Parce que quand on regarde le contexte normal des élections de 2020, de 2015, et le contexte, entre guillemets, pas tout à fait constitutionnel de ce qu'on a vu en 2014, où les partis politiques ont été moins dans la désignation des représentants au Conseil national de transition, on voit que la période 2014-2015, qui était la période de transition, on avait un taux de femmes très, très bas. Donc j'ai l'impression que la loi existe, elle n'arrive pas à corriger comme on le veut, mais du fait qu'elle existe, elle arrive à mener les partis à pouvoir donc jouer un peu sur le positionnement qui fait qu'on arrive à avoir ce taux de 14% aujourd'hui. Sous la transition, on était à moins de 14%, justement parce que le jeu était ouvert. 13. On était à 13 actuellement. Oui, 13, actuellement, 13, on est à 13. Mais on n'avait pas les 13 parce que le jeu était beaucoup plus ouvert. On n'avait pas donc cette discipline que les partis ont aujourd'hui. On n'arrivait pas à avoir la même chose avec les organisations de la société civile qui ont proposé des gens et qui ont fait que le taux de femmes a beaucoup chuté en son temps. Donc les partis politiques temporisent. Mais les partis politiques restent aussi gouvernés par des gens qui se sont engagés parce qu'ils veulent
occuper certaines positions. Et pour cela, il est très difficile d'arriver à convaincre beaucoup de personnes qui le reculent pour que d'autres puissent avoir la position. C'est ça qui est un peu compliqué. L'enjeu principal. Oui, le vrai enjeu, c'est que quand les femmes vont monter, il y aura moins d'hommes. Et toute l'angoisse des hommes est à ce niveau. Qu'elles vont piquer les places. Oui, tout le monde veut le pouvoir. Mais quand on regarde... Moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise que les... J'ai essayé de regarder aussi la liste aux élections législatives. J'ai essayé de regarder les organes dirigeants aussi des partis politiques. Et quand vous regardez les organes dirigeants des partis politiques, le taux est aussi faible qu'au niveau donc de l'Assemblée nationale. Donc ça pose le véritable enjeu ici. Est-ce que les partis peuvent trouver des gens qui ne sont pas membres de partis pour pouvoir les positionner quand il y a des élections? Je dis, je ne suis pas d'accord qu'on dise que les hommes sont angoissés parce que les femmes arrivent. Ça, c'est pas vrai. Comme vous dites, la société, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes dans la société. Bienvenue, on a égalité. Il y a 127 députés. Oui. En prenant le quota, on n'augmente pas le nombre. Non, pas du tout. Il y aura toujours les 127. Oui. Et si aujourd'hui, il y a 16 femmes sur 127 et qu'on veut qu'il y ait 30%, c'est forcément la place des hommes que ces femmes ont. Non, il y a eu une idée qui a été lancée à la législature passée où on disait, bon, est-ce qu'on ne va pas faire 45 postes systématiques pour les femmes? Et là, on est sûr que, comme pour les bourses tout à l'heure, elles compétissent rien que femmes. On est sûr qu'il y a 45 femmes qui rentrent à l'Assemblée. Et puis, bon, dans les 120 tests aussi, elles vont compétir. Là, on est sûr que, bon, on atteint presque les 30%. Comment ça s'est passé? Bon, ça a été, je ne sais pas, rejeté au combat, battu en brèche, mais par des femmes aussi. Hein. Voilà, il y a des femmes aussi qui ne sont pas d'accord. Je ne vais pas citer des noms, même il y a une qui ont dit qu'elles ne sont pas d'accord, qu'elles ne veulent pas de cadeaux. Elles sont nombreuses, hein, des femmes qui pensent. Elles sont même contre le quota. Elles se disent non, les femmes sont capables de se battre et d'arracher la chose. Elles sont là, elles existent. Donc, moi je pense que les hommes ne voient pas d'un mauvais œil nécessairement la présence des femmes en politique. Mais là où je rejoins mon frère, c'est de dire il faut accepter aussi que c'est une compétition. Si vous venez nager dans le grand bain, il faut accepter que l'eau est profonde et qu'il faut descendre. Voilà. Si vous voulez rester dans le petit bain, comme on dit, on reste dans le petit bain, on aménage un espace. Mais je pense qu'on ne veut pas ça. On veut vraiment une compétition où les femmes, les règles du jeu sont fixées, tout le monde doit les respecter, on les connaît. On permet aux femmes d'être à l'aise dans cette compétition. Et pour qu'elles soient à l'aise dans cette compétition, justement, il faut s'attaquer à la question de l'éducation, la question des valeurs, la question de l'autonomisation des femmes, et la question de leur santé, la question même de la gestion même de la vie de famille, parce que c'est aussi important. Ça constitue un handicap pour la femme, nécessairement. Si c'est elle qui doit s'occuper des enfants, et puis le monsieur, nécessairement, il ne s'en occupe pas, c'est clair qu'elle va avoir une responsabilité beaucoup plus importante, donc elle va être beaucoup plus surchargée. Je suis d'accord. Je reste avec vous. Comment on va attaquer ça? Bienvenue, Bationo. Il y en a qui disent que ce sont les partis au pouvoir qui doivent prendre le leadership parce que, en général, quand vous êtes au pouvoir, vous avez une certaine garantie, et ça peut se confirmer dans les résultats des élections législatives qu'on a eues en 2020, que vous aurez au minimum un élu par province, même si cette fois-ci, je crois, il y a 2 provinces où vous n'avez pas eu d'élus, notamment, je crois, l'Obritenga et le Yaga. Vous, si vous décidez de faire cette promotion, de mettre les femmes en avant, vous pouvez y arriver. En 2015, on n'était pas parti au pouvoir. On a perdu dans 2 circonscriptions électorales. En 2020 aussi, on a perdu dans 2 circonscriptions électorales. Donc, cette fois-ci, on a eu 56 députés. En 2015, on avait 55. Et le nombre de femmes, je peux dire, plutôt a progressé au sein du MPP. Même si globalement ça a diminué, au MPP ça a progressé. Okay. Voilà. Donc, en termes d'assurer le leadership aujourd'hui, d'entrée de jeu, je vous ai dit, le MPP est le champion de la promotion des femmes par rapport aux autres. Voilà, c'est relatif. Peut-être par rapport au nombre de députés que vous avez eu aussi.
nous allions 13 femmes sur nos 56 députés. Oui. Et sur les 16 femmes à l'Assemblée nationale, le MPP allie 13. L'UNIP, PS 1, NTD 1 et puis le CDP 1. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo. Donc, nous assurons ce leadership-là sur la promotion de la femme. Nous sommes les champions. Maintenant, le fruit de la loi, c'est le fruit d'un consensus. Le dialogue politique est en train de s'appesantir dessus. Je pense qu'ils vont revenir encore le 3 janvier là-dessus. C'est eux d'ailleurs qui ont... Bien sûr que le MPP ne va pas aller imposer son point de vue, même si le MPP dit que nous voulons la parité. Je pense que je suis presque sûr que ça va être battu en brèche. Parce qu'on va dire, oui, peut-être le MPP a la force de pouvoir aligner 50% d'hommes, 50% de femmes, mais tous les autres partis, je ne vais pas les traiter de petits partis, ne vont pas vouloir s'aligner sur cette démarche-là. Parce que justement, ils vont dire qu'ils sont défavorisés et chacun joue sa survie. Donc c'est une compétition. Les partis sont pragmatiques, les partis sont lucides et les partis vont vouloir aligner les champions. Alors que tout le monde sait que sur la base de la compétition électorale, notamment dans les provinces, c'est vraiment difficile pour qu'une femme s'impose. Et il y a quelque chose qui est très important que j'aimerais revenir dessus. Aujourd'hui, la femme, si elle part se marier ailleurs, chez son mari, on dit qu'elle ne peut pas chercher le pouvoir là-bas. Elle revient chez elle, on dit non, mais il faut aller chez tes maris. Finalement, même pour se faire une circoncision électorale pour une femme, c'est très, très, très difficile. Oui, mais l'intervenant tout à l'heure nous a rassuré que ça, c'est quand même... Ça a évolué. Ça évolue, mais c'est difficile. Combien de femmes ont réussi ce challenge? D'accord. Moi, je vais... De façon pratique. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que quand on était à l'école primaire, et on se battait pour être en tout cas premier de classe et puis avoir l'entrée en sixième pour bénéficier de la bourse. À un moment donné, on est venu un matin lire une note pour dire que à partir de cette année, les garçons n'auront plus de bourse, que c'est une affaire de discrimination positive pour permettre aux filles là. Affaire comme toujours. Oui, mais puisque c'est choquant à l'époque là. Même jusque là, moi, je n'arrive pas à gober ça. Pourquoi on va venir dire que vous les garçons là, malgré que vous soyez premier de classe, vous n'aurez pas de bourse, mais les filles là, on va les donner de la bourse. Vous voyez? Donc c'est pour permettre, booster l'éducation de la jeune fille dès la base. Donc maintenant, si au niveau politique, les organisations internationales comme PNUD et autres veulent, elles peuvent aller à la base encore et puis commencer à la conscientisation de la jeune fille. Ce qui se fait déjà. Justement, voilà pourquoi il faut encourager cela. Et non, et puis bon, laisser les politiques là, une fois, puisque c'est des pépinières, à un moment donné, elles vont émerger d'elles-mêmes et puis venir occuper des postes de responsabilité à haut lieu. Au lieu d'imposer au niveau supérieur, voilà, on veut des temps de femmes et voilà, il faut respecter. Oui, tout à l'heure, le problème. Lorsqu'il a pris l'exemple de compétition pour être premier, moi je fais des enquêtes de terrain où des garçons ont reconnu même qu'à l'université, lorsqu'une fille essaye d'être première, ils se mettent ensemble pour la descendre. À quel moment elle va s'en sortir? On va s'arrêter là pour ce soir. Nous avions sur ce plateau Bienvenue Bationo du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Vous êtes du parti au pouvoir. Avec nous, Dr Jocelyne Vokouma, anthropologue du Centre national de recherche scientifique et technologique. Avec nous, M. Adama Yasser Ouedraogo du Congrès pour la démocratie et le progrès, parti d'opposition. Avec nous, Dr Zakaria Soré. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Merci à vous qui nous avez suivis, à toute l'équipe technique dirigée par Yaoumari Missomi, à Fousseni Kindo et toute l'équipe rédactionnelle. Bonne suite de programmes sur la RTB.